Intrigue, personnages, maintenant il ne manque plus que la réalisation. Sauf que là où Thorne dirigeait l'écriture, la réalisation, elle, a été partagée entre 6 bonhommes qui ont donc dû se mettre d'accord sur une même approche visuelle. Car c'est sur le plan esthétique que la série se détache le plus de son prédécesseur. Je m'étais un peu moqué des partis pris visuels de Weitz, mais je dois reconnaître qu'ils étaient voulus. Weitz nous avait présenté l'univers de Pullman sous un angle très fantaisiste, presque fantasque. Il avait lu cette histoire comme un conte et était parti sur une esthétique grandiloquente, très ancrée dans son époque puisqu'il y avait dans la façon de filmer quelque chose qui rappelait les premiers Harry Potter ou les Tim Burton des années 2000. C'était une image qui était très étalonnée, presque un peu trop, et une production pharaonique pour rendre ce côté gargantuesque de l'univers. Sauf que depuis, et en particulier dans les séries, la mode est au réalisme. Maintenant, et c'est particulièrement visible depuis les derniers Harry Potter, on filme les univers de fantasy sous un jour crédible, comme s'ils étaient ancrés dans la réalité. Et c'est cette esthétique qui a été valorisée par notre équipe, qui ne pouvait pas se contenter de faire passer la léthiomètre de rond à carré pour se distinguer. Une approche réaliste, se vendant également comme plus sombre, plus adulte, et donc plus en phase avec les messages de Pullman. Dès lors, ils ont axé toute la promo là-dessus, et c'est, je pense, ce qui a fait digérer la pilule à une bonne partie des fans de la trilogie. Mais est-ce à raison ? Est-ce que cette approche est-elle la plus opportune pour traiter l'univers de Pullman? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question car actuellement c'est l'esthétique dominante, mais je pense qu'elle a plusieurs atouts de son côté. Par exemple, avec une telle esthétique, il n'y a plus de confusion sur le public visé puisque la série se détache pleinement de son côté livre pour enfants. Mais c'est aussi une esthétique qui se justifie par rapport au format envisagé. Is Dark Materials est une série. Bon, je sais aujourd'hui que la limite entre film et série est très trouble, mais il y a une distinction qui a toujours cours, c'est le budget. Même si la série a bénéficié d'un budget colossal de 7 millions de dollars par épisode, ça reste très inférieur à un film de cinéma. Pour vous en rendre compte, dites-vous que la saison 1 a coûté environ 70 millions de dollars, sans doute sans la publicité, ce qui est très loin des 180 millions sortis pour le film de Weitz, et encore, ça c'est sans regarder la durée des programmes, parce que 70 millions certes, mais pour 4 fois plus de contenu que dans le film de 2007 qui lui dure à peine 2 heures. C'est pour ça qu'adapter une œuvre aussi titanesque en format série est un pari aussi risqué, parce que les budgets de série ne sont pas prévus pour faire des décors grandioses et des fresques épiques. Et du coup, l'esthétique réaliste, c'est peut-être une intention artistique de la production, mais c'est surtout un moyen d'économiser des ronds. Si t'as une approche réaliste, t'es pas obligé de repenser tout ce que tu vas montrer à l'image. Tu acceptes que les costumes et les accessoires soient plus simples, que tu privilégies les environnements existants pour limiter le budget décor, et que tu mettes moins en avant les démons parce que ça coûte cher à animer. Donc cette série, plus qu'une intention artistique forte, c'est surtout un excellent compromis par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Tu sens qu'ils ont bien réfléchi aux endroits où ils pouvaient faire des économies, et qu'ils ont su dépenser des sous ponctuellement quand la série en avait besoin. Et ils étaient obligés de fonctionner comme ça, car de toutes les façons ils ne pouvaient pas rivaliser sur le plan du grandiose avec le film de 2007. Dès lors, si on a bien des artistes qui ont su mettre en image cet univers, la vraie chef d'orchestre de la série, c'est Jen Tranter, qui a su organiser tous les rouages entre eux. Il fallait sans cesse trouver des idées pour réduire les coûts de production sans impacter le rendu de l'univers. Par exemple, les locaux du Magisterium sont toujours grands et démesurés pour nous faire ressentir sa domination, mais ils sont beaucoup plus austères et dépouillés que ceux de 2007. Et en fait, c'est logique, c'est une institution religieuse qui doit donc se montrer impressionnante sans tomber dans le faste. Ce côté austère, il facilite la production, mais il fait aussi sens dans un bâtiment qui se veut religieux. De même, le design allait être primordial pour faire passer la technologie fantasque de Pullman dans un univers se voulant crédible. C'est donc une question de dosage et d'équilibre entre les éléments réels et les éléments fantaisistes. Autrement dit, tout ce que je vais dire ensuite sur les réalisateurs doit être compris dans cette mécanique financière si particulière. Voyons donc comment chacun s'en sort, et commençons par le plus terre-à-terre et le moins intéressant, William McGregor. Par les saintes culottes de McGregor! Contrairement à ses collègues, McGregor n'a pas été désigné pour s'occuper d'un épisode, mais pour réaliser toute la partie dans le monde de Will. Il est crédité au générique comme le réalisateur de Notre Monde, et est donc présent dans tous les épisodes sauf le premier. Il a tourné sa partie bien après les autres, dans le secret le plus total, pour ne pas révéler à la presse le casting de Will. Son segment a donc été découpé pour pouvoir être inclus, parfois de manière très grossière, entre les scènes de ses collègues.
C'est pourquoi ces parties font autant tâche dans le résultat final, et qu'elles brisent à ce point l'ambiance plantée par les autres segments. Au-delà de ça, son travail n'est pas spécialement mauvais, mais c'est très lambda. Oui, c'est le monde réel, mais tu pouvais quand même donner un semblant de poésie, c'est ce qui rendait l'allée des marronniers aussi marquante dans les livres. Là, je sais pas, les flics, le reportage télé, les iPhones, la fourrière... Purée, la fourrière quoi. C'est beaucoup trop terre à terre pour moi, je trouve que ça détonne trop avec le reste. Là, ça fait presque travail d'une seconde équipe et sérieusement, t'essayes de faire coïncider le départ de Boréal avec le passage d'une barre devant la caméra et t'es même pas synchro. Mais quel blaireau! Heureusement que toute la série n'est pas comme ça et qu'on ait des auteurs un peu plus investis dans le projet. Et c'est le cas pour Tom Hooper, réalisateur connu pour ses biopics historiques, qui se charge quant à lui des 2 premiers épisodes de la série. Aimant bien Tom Hooper, j'ai regretté à l'époque qu'il ne s'occupe que du début, mais en fait, c'était la meilleure décision à prendre. Parce que si Hooper est diablement efficace du côté des personnages et du réalisme, dès qu'il part dans le fantaisiste et les effets spéciaux, ça ne va plus du tout. Donc en fait, c'est très bien qu'il se cantonne au début de l'histoire, dans laquelle la fantaisie est encore très secondaire, et qu'il laisse aux autres les parties les plus baroques. Hooper est donc mis en terrain familier et nous propose un début très intéressant. Beaucoup trouvent le travail d'Hooper très académique et plan-plan, ce que je comprends, mais en disant ça, on passe à côté de l'efficacité de son style. Hooper est peut-être juste un faiseur, mais si c'est le cas, c'est un très bon faiseur. C'est un adepte des plans fixes qui mettent nos personnages en relation avec leur décor, tout en nous décrivant leur situation. En faisant un résultat aussi cadré, il met tout de suite en évidence ce qui détonne, comme le fait qu'une enfant, caractérisée par de nombreux plans en mouvement, se retrouve dans un milieu aussi statique et rigide. Ce n'est pas pour rien qu'il va toujours la placer dans les endroits les plus improbables possibles. Hooper est vraiment quelqu'un qui s'intéresse aux personnages marginaux. Grâce à la caméra d'Hooper, on comprend facilement qu'Oxford est autant une fenêtre sur le monde qu'une prison pour notre jeune héroïne. C'est quelqu'un qui a aussi un sacré sens du rythme. J'aime comment il utilise une coupe pour renforcer l'impact de la carafe qui se brise, ou comment il utilise le plan séquence pour nous faire stresser à l'arrivée de Coulter. Hop! Mais quel timing! Et au passage, regardez, on a l'impression que la caméra est aussi essoufflée que Lyra et se calme en même temps qu'elle. Il y a aussi un travail des transitions qui est très appréciable, mais je crois que ce que j'aime le plus, c'est ce qu'il fait des vêtements de Lyra et de Coulter dans l'épisode 2. Vous remarquerez que Coulter est toujours habillée dans cet épisode avec des nuances de bleu et que, tiens donc, quand elle habille Lyra, c'est aussi du bleu, mais un peu plus pâle. Comme si, par la couleur des vêtements, Hooper voulait nous signifier que l'influence de Madame Coulter s'étend à sa fille. Les vêtements que tu portes forgent l'opinion qu'on se fait de toi. Le bleu te sied à merveille. Et comme par hasard, c'est quand Lyra commence à reprendre en main son image et son apparence, par l'ajout d'un sac à main, qu'il y a la fameuse dispute entre les deux. Vous noterez au passage qu'on retrouve le bleu partout dans l'appartement de Coulter, avec sa couleur complémentaire, le jaune or, qui, tiens donc, est aussi la couleur de son démon, comme soulignant l'ambivalence du personnage, qui oscille toujours entre les apparats extérieurs, plutôt représentés par l'or, et très présent dans les parties communes de la maison, et son côté plus émotionnel, qui lui serait bleu, et que l'on retrouve surtout dans les chambres. 2 couleurs, voilà tout ce que nous montre Tom Hooper, avec juste 2 couleurs. Bon, ensuite il y a Don Shadworth, sur l'épisode 3, qui est un peu le filler de la série, malgré quelques bonnes scènes. Waouh, je me demande comment ça rend en VF ça. Quoi ? C'est notre projet! J'aime aussi beaucoup la scène où Coulter marche au bord du vide et retranscrivant bien l'état mental du personnage à ce moment de la série. Shadworth poursuit un peu le travail sur les costumes et l'influence de Hooper avec l'initiation de Lyra au monde des gitans, mais hormis ça, Don Shadworth s'est quand même pas trop cassé le cul. Il y a une idée de mise en scène, c'est les plans zénithaux, ça il aime ça, il en a mis partout. Et même si c'est joli, tu sens que c'est plus là pour faire classe et qu'il n'y a pas vraiment d'idée derrière. Tu sens que c'est une mise en scène très tape à l'œil et qu'une fois que tu regardes plus attentivement, c'est assez peu inspiré. Il y a le reflet de la léthiomètre dans l'œil qui est très réussi, mais bon, rien d'inoubliable non plus. Otto Batworth, qui s'occupe des épisodes 4 et 5, se fait aussi pas mal oublier derrière sa caméra, même si je le trouve un peu plus efficace.
C'est quelqu'un de discret et qui sait très bien gérer les effets spéciaux, vu à quel point il arrive à filmer Yorek de main de maître, avec pourtant une caméra très mobile qui a dû compliquer la tâche aux effets visuels. Il reprend les plans zénithaux de Shatworth, mais cette fois-ci pour suivre Keiza, les rendant de fait beaucoup plus intéressants. Dans les scènes de nuit, il y a un travail de la lumière qui est pas mal, il arrive vraiment à créer une ambiance. Bon, de jour c'est plus discutable, coucou, vous êtes du blanc sur du blanc, on ne vous voit pas. Sinon, il arrive assez bien à iconiser ses personnages, il arrive à donner à Lee un côté vraiment cow-boy, et j'aime bien la scène au Magisterium où Coulter détonne par son costume rouge vif, dans un environnement très monochrome et austère. Mais au-delà de ça, c'est pas une réalisation sur laquelle il y a beaucoup à dire. Je trouve même qu'il y a pas mal de problèmes de raccord, suffisamment pour attirer l'attention en tout cas. Il y a aussi la mort de Billy qui joue pas mal en sa défaveur, mais ça on se la garde pour tout à l'heure. Eurosline ne signe qu'un épisode, mais quel épisode! Bolvangar, c'est la vraie réussite de cette adaptation. Bon, en même temps, les séries actuelles gèrent bien les endroits glauques et restreints, mais quand même, dès l'arrivée au centre, Lynn, dont le travail a sans doute dû déborder sur l'épisode précédent, filme Bolvangar du point de vue de Lyra, ce qui rend cette scène très marquante et effrayante. Pour le reste, il arrive vraiment à retranscrire un sentiment de malaise, que ce soit par cette infirmière, très propre sur elle, mais qui, à l'image du centre, dissimule quelque chose de terrifiant, la machine, filmée comme un vrai engin de laboratoire, et oh bordel! Il y a le démon là qui se tape la tête contre le mur, qui est très dérangeant aussi. Ces enfants tondus qui comptent le nombre de sonneries. Ou encore il y a cette idée géniale de faire disparaître la lumière lorsque la guillotine se met en route, rendant la menace omniprésente dans le centre. Ah, et cette scène où l'infirmière déshabille Lyra pour lui mettre la même combinaison que Billy, nous faisant craindre le pire pour le personnage. J'aime beaucoup aussi la scène où Lyra et Roger doivent dialoguer sans attirer l'attention, Lynn faisant en sorte que les regards des deux acteurs ne se répondent pas, mais ça semble quand même au montage. Bref, un excellent épisode avec une vraie ambiance, une gestion de la tension admirable, une fluidité parfaitement maîtrisée, avec une caméra portée lorsqu'on suit Lyra dans sa course, jusque dans le champ de bataille, devenu un vrai chaos pour notre personnage. Alors Eurosline, moi je le connais parce qu'il a déjà travaillé sur la première saison de Sherlock, il a réalisé le deuxième épisode, Le banquier aveugle, qui est vraiment sans plus. Il faut dire qu'à ce moment la série était encore à un stade d'expérimentation, et la réal efficace de Paul McGugan, visant à retranscrire visuellement les perceptions et les raisonnements de Sherlock, ne s'était pas encore imposée face aux autres essais, dont celui d'Eurosline. Donc à l'époque, il avait fait ce qu'il avait pu, il y avait un travail des transitions, des lumières colorées, mais on se rend compte avec cet épisode que le bonhomme s'est quand même vachement amélioré. Et avant de passer au dernier réalisateur, je noterai que l'architecture de Bolvangar est très intéressante car contrairement au premier film, tout est enterré, tout est caché comme une infrastructure qu'il faudrait dissimuler, et c'est en effet plus logique. Même le système des tranchées, c'est super simple, mais vu qu'elles sont filmées depuis le bas, tu as toujours l'impression d'être dominé. Et enfin, Jamie Child, qui s'occupe des deux derniers épisodes et que l'on retrouvera beaucoup dans la saison 2, apporte à ces épisodes une touche étonnamment colorée, ce qui est très bienvenu à un moment où l'histoire s'assombrit davantage. Malgré l'austérité du palais de Yofour, Child réussit à faire vibrer la moindre couleur, que ce soit l'or des armures ou le rouge du sang, avec l'obscurité ambiante pour créer un ensemble bien plus animé qu'un intérieur tout sombre. Et bien sûr, dans le dernier épisode, il nous régale au maximum, avec les couleurs de l'aurore offrant des images majestueuses, dignes d'un grand final et qui permettent de mettre en exergue les tiraillements de nos personnages. Tu sens que Child a construit sa dernière partie comme l'apothéose de la série, avec masse de plongée, de contre-plongée, le retour des champs de bataille traités de la même façon que Lynn, le travail du son en plus peut-être. Ce qui est vraiment plaisant, car là où tous les dénouements d'épisodes nous semblaient un peu égaux, ici on ressent vraiment l'impact d'une conclusion. Une conclusion d'autant plus marquante que c'est la partie de l'histoire qu'on n'avait encore jamais vue réalisée au format. Et attendez, là je viens de réaliser un truc. Toute cette partie-là, mais c'est le sacrifice d'Abraham. Un père qui, pour rendre hommage à un dieu, va sacrifier son propre fils sur une montagne, mais s'interrompt et sacrifie un bélier qui passait par là à la place de sa progéniture. Waouh, mais je sais pas comment j'ai pu passer à côté de ça la première fois. Donc pour faire le bilan,
bilan, sur les 6 réalisateurs, il y en a 3 que je trouve excellents, 3 qui s'échelonnent entre bons et moyens, sans jamais tomber plus bas. Ce qui, au final, est un très bon ratio. Mais surtout, hormis peut-être McGregor, ces réalisateurs se sont suffisamment mis d'accord pour rendre un travail harmonieux, dont l'approche visuelle restait sensiblement la même. Malheureusement, cette démarche d'harmonisation a aussi conduit à la généralisation du problème principal de cette série, la question de la violence. Et pourtant, c'est bien la dernière chose sur laquelle je pensais devoir revenir. Parce que moi, je suis pas un aficionados de la violence dans la fiction, je ne fais pas partie de ces spectateurs qui réclament toujours plus de sang à l'image. Mais là, je suis forcé de constater que cette série est beaucoup trop aseptisée, que l'on s'arrange pour nous dissimuler la violence, la mort ou n'importe quelle scène un peu difficile. Vous allez voir qu'à l'échelle de la série, c'est très problématique. Tout d'abord, sur le plan des intentions. Vous allez me rappeler, et à juste titre, que j'avais défendu le choix du film de 2007 d'éviter le récit de toute forme de violence. Sauf que le film de 2007, lui, se vendait comme un divertissement familial. Il était plus lumineux, plus coloré, plus enfantin, donc, mettre de la violence forte là-dedans, ça aurait presque été malvenu. Alors que dans la série de 2019, le ton s'y prêtait totalement. Ça s'est vendu comme plus mature, plus adulte, et c'est quand même dingue qu'à chaque fois qu'on fait monter un peu de tension et de crainte durant une scène, on la désamorce complètement pour ménager le spectateur. Ainsi, je ne reproche pas l'absence de violence, mais de faire semblant d'en mettre. Je vais vous ressortir la mort de Billy qui a certes une belle lumière, mais qui ne fait pas peur pour dessous. Y a aucun plan qui essaye de nous faire partager la peur de l'Ira. Y a rien qui nous fait ressentir l'horreur de la situation. On se dit juste bah, y a Billy et il dort. Y a pas de progression dans la découverte. On nous rassure tout de suite et... Il a plus de démons. Vous vous rendez compte qu'on est quand même obligé de le dire? On s'en rend même pas compte par nous-mêmes. Billy Weirater, on aurait dit qu'il était plus vraiment là. C'est fou comme les personnages sont obligés de tout dire à haute voix car on n'a pas réussi à ressentir les choses par nous-mêmes. Alors vous allez me dire que c'est la faute d'Otto Bathurst. Mais non, regardez bien. Toute la série est comme ça. Coulter vient ravager Oxford, tu vois 3 clampins qui vident une étagère et hop, ça coupe. La torture de l'enfourneur, c'est pareil. Ça va aller, Lyra. Mais comment tu veux que ce soit insoutenable? On voit absolument rien, c'est systématiquement caché, au point que c'en est presque comique. Mais alors je crois que le meilleur exemple, c'est le combat des ours. Regardez notre environnement de combat. On est dans une arène crasseuse, sombre, avec des morceaux de sang partout, ils n'ont même pas d'armure, tout semble indiquer un combat cru et rude, à l'image de ce que décrivait Pullman dans son livre. Et au moment de passer à l'action, cette intention est totalement oubliée. Ils se ravissent complètement. Sérieux, je retire les bruitages, ça devient un combat de chat. La mise à mort de Yofour se fait quand même à l'arrière-plan dans le flou, caché derrière Lyra. Bon alors déjà c'est pas très impressionnant de base, mais ça pique encore plus quand on le compare au film original. Parce que même en se déroulant en plein jour, en extérieur, sur une banquise bien bleue, même dans ces conditions-là, le résultat était bien plus violent et marquant. Le film familial nous offrait un combat d'ours plus violent que la série mature de 2019. On se foutrait pas un peu du monde là? Et vous allez me dire, mais en quoi c'est gênant? Alors déjà, faudrait savoir, hein, c'est vous qui avez détruit le film de 2007 pour son absence de violence et qui laissait tout passer à la série de 2019. Mais je vais vous le dire en quoi c'est gênant. Le problème, c'est que ça retire énormément d'impact. Ces scènes qui étaient de vrais chocs de lecture ne sont plus du tout marquantes. Et vu que sur les scènes attendues, il y a toujours une entreprise de dissimulation, et bah maintenant c'est trop tard. C'est que plus rien de violent ne sera montré à l'image. Au début de la série, je m'étais dit que je n'étais pas à l'abri de découvrir des scènes annexes dont l'issue m'était inconnue. Vu qu'on suit le Magisterium, on aurait très bien pu assister à une scène de torture ou à des événements tragiques qui ne nous avaient jamais été rapportés jusque-là. Mais arrivé à la fin de cette saison 1, c'est fini. Je sais qu'il ne se passera rien. Il n'y aura aucune prise de risque en dehors des passages obligés, et même dans ce cas-là, je sais que quel que soit le degré d'insoutenabilité de la scène, la mise en scène s'arrangera pour me le dissimuler à moitié. Et vous savez pourquoi c'est important de pas trop nous rassurer à ce sujet? Parce que l'inconnu et la crainte jouent sur notre implication dans une histoire. Prenez la scène de confrontation entre Thorold et Coulter. On craint vraiment qu'il arrive quelque chose à Thorold, car même ceux qui ont lu les livres ne savent pas vraiment ce qui lui arrive ensuite. Et là tu le sens que ça peut déraper. La dernière fois elle a étranglé une infirmière. Et tu te dis oh la vache, Thorold va jamais tirer, c'est bon, c'est fini pour lui. Voilà, là on se sent impliqué dans la scène, on est tendu, on la vit au même rythme que nos personnages, même si au final rien ne se passe. C'est important de garder des moments impressionnants, surtout dans une histoire aussi sombre, parce qu'en nous cachant tout, vous nous éloignez de cet univers. Les personnages traversent des événements horribles, mais vu qu'on les a pas vécus avec eux, on a du mal à se sentir impliqué à leur côté. Et si vous voulez une démonstration de ce que j'avance par l'image, parlons du premier meurtre de Will.
Alors déjà, si vous voyez pas de quoi je veux parler, ce qui est fort possible vu à quel point la scène est aseptisée, vous commencez à deviner où est le problème. En allant chercher les lettres de son père, Will tombe sur deux hommes inquiétants et dans la bousculade, en tue un dans les escaliers. Et dans les livres, c'est un événement traumatique dans le parcours de Will qui lui dévoile sa potentielle violence et qui le déchire moralement. Toute l'idée de Pullman, c'est de s'interroger sur l'ambiguïté de ce moment. Est-ce que Will a eu raison de tuer cet homme? Était-ce un geste de survie, un geste nécessaire ou un accident qui aurait pu être évité? À la lecture, on comprend le geste de Will sans forcément lui donner raison et on partage son vertige lorsqu'il y repense. Alors que là, c'est totalement oubliable. Bon déjà, le premier problème, c'est qu'on ne retrouve pas les silhouettes inquiétantes de Pullman. On a suivi les hommes de Boréal pendant plusieurs épisodes et clairement, des deux qui pouvaient tuer, c'est celui qui ressemble à Jack Thorne et qui n'a pas une once de menace qui va y passer. Bon déjà, on perd toute l'ambiguïté du moment. On sait que ce mec n'était pas une menace et que ce n'était pas nécessaire de le tuer. Mais au-delà de ça, c'est pas assez frontal. Il y a un plan d'ensemble certes, mais tu te dis le mec est assommé. On voit pas la chute, il y a aucun bruitage effrayant comme un bruit d'os, pas de flaque de sang qui sort du crâne, il y a rien qui impacte un minimum. C'est censé être un des événements les plus marquants de la trilogie et c'est devenu une blague. Même dans l'épisode suivant, le cadavre est caché par un meuble. À aucun moment on marque la mort de ce personnage et du coup on passe totalement à côté des conséquences de celle-ci. N'oublions pas que la léthiomètre présente Will à Lyra en lui disant que c'est un assassin. Là, s'ils nous font le coup au début de la saison 2, je suis sûr que la moitié du public ne va pas comprendre pourquoi tellement ça n'a marqué personne. Et franchement, c'est pas très encourageant pour les péripéties à venir. Il va falloir que la série nous sorte un peu de notre zone de confort, parce que sinon ça va être un vrai poids pour la suite. Et encore une fois, vu l'emballage de la série et les critiques faites au film de 2007, je ne pensais pas du tout que ce serait un problème pour cette nouvelle adaptation. Par contre, il y a un point sur lequel je ne me suis pas trompé, c'est sur la bande originale signée Lorne Balfe, un compositeur de jeux vidéo tellement doué qu'il a étendu son travail aux séries et au cinéma. Alors moi, je l'ai découvert devant le dernier Mission Impossible, dont la partition m'avait impressionné, que ce soit pour les nouveaux thèmes, parfaits pour te mettre en tension, ou pour la réorchestration des anciens, comme cette version avec chœur du thème principal, ajoutant un côté dantesque à l'ensemble. Et toutes ces compositions sont du même ordre, puissantes, riches, propres à chaque œuvre, avec un vrai travail d'ambiance, bref, j'adore. Et à la croisée des mondes, c'est du même niveau. Une bande originale grandiose, à commencer par son thème principal, juste magistral. Un thème dont on se souviendra et qui épouse parfaitement les idées de Pullman. En effet, Balfe a composé plusieurs motifs mélodiques qu'il a fait jouer tantôt de manière séparée, comme s'il retranscrivait en musique la connexion et la séparation entre ces différents mondes. À ce titre, le générique de fin est assez parlant, car il donne l'impression de n'être qu'une moitié de partition, dont il manque la réponse, sauf quand on ouvre le portail, une fois que Will et Lyra sont réunis dans un même monde, le générique change et fait dialoguer deux instruments, comme pour signifier la réunion des deux personnages. Balfe est aussi très doué pour donner de l'énergie à une scène, comme celle de la conférence, Une ville dans le ciel. rendant non seulement la fougue d'Azriel, mais aussi l'importance des enjeux qu'il présente. On peut relever aussi l'attaque du singe, alors que n'importe quel compositeur aurait privilégié la musique stridente, Balfe préfère nous écraser et nous étouffer avec un ensemble musical collant parfaitement à la pression du singe, et s'estompant aussitôt qu'on a la révélation pour Azriel. Il n'a jamais rien fait. Ce n'est qu'un pauvre raté qui n'a jamais été digne d'être père.
Donc, pour résumer, on a une musique puissante, mémorable, bien mise en avant. Des monstres des falaises! Donc franchement, on pouvait pas mieux espérer sur ce point. Et tant qu'on en est à parler des questions d'habillage, glissons un dernier mot sur le générique. Oui, je parle du générique de début à la fin, je suis si subversif. Je n'avais aucune attente sur le générique, car je n'aime pas vraiment la façon dont ils sont fabriqués aujourd'hui. À une époque pas si reculée, les génériques de séries étaient conçus et réalisés en interne, souvent impulsés par les têtes pensantes du projet, mais maintenant c'est systématiquement relégué à des boîtes extérieures, qui font donc un boulot très propre, mais hélas de plus en plus standardisé. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est un peu toujours pareil vos génériques. C'est au choix des génériques cryptiques avec des images de synthèse, soit des superpositions d'images, une succession de surimpressions, et je vous avoue que perso j'en ai un peu marre. Même en grand fan de Sherlock, je suis navré de constater que ce générique est dans la même veine que tout ce qui sort à côté. Et ces répétitions, elles sont normales car c'est toujours les mêmes boîtes qui s'en occupent. Genre là, c'est Elastic, qui a déjà fait les génériques de Westworld, Game of Thrones, et qui s'est même attaqué à des films, comme avec le générique de l'ignoble Captain Marvel. Tiens donc, ça ressemble. Alors ici, plus exactement, c'est le travail de Clarissa Dunleavy, qui a aussi fait le générique de Last Dance, qui est... Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Et qui a conçu cet ensemble à partir d'éléments fournis par l'équipe de production. Et malgré mes réticences, j'aime beaucoup ce générique. Je trouve qu'il est d'une classe incroyable avec ce long travelling arrière allant de l'infiniment petit à l'infiniment grand, que la réalisation est soignée et qu'il cache pas mal d'indices pour la suite. Reste à voir s'il va changer pour la saison 2 ou s'ils vont garder le même pour les 3 saisons. Et vu qu'on porte les yeux sur l'horizon, il est temps de faire un bilan et de préparer la saison 2 qui arrive très prochainement. Pour commencer, je repose ma question. À la croisée des mondes en série, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Et bien sur le rythme, c'est définitivement une bonne idée. Ils ont su trouver le bon rythme de croisière, tout est plus naturel, on prend le temps de développer l'univers et le ressentir, et au final, sur 8 heures de programme, il y a quand même pas grand chose de trop. Le passage du roman en script de série apporte quant à lui pas mal d'éléments intéressants, de possibilités d'ouvrir d'autres portes, mais dilue quelque peu l'impact de l'arc principal. Pour la réalisation, je serais plus mitigé. Aimant le grandiose et les fresques épiques, j'ai du mal, malgré les sommes astronomiques mises dans ce projet, à trouver un équivalent à ce qui aurait pu nous être proposé en salle de cinéma. Néanmoins, leur compromis réaliste fonctionne parfaitement et permet de mettre en scène de manière plus modeste ce grand récit. Je dois reconnaître aussi que la patine esthétique des séries modernes c'est bien plus à l'univers de Pullman et participe à le rendre encore plus tangible. Notre équipe a donc su trouver un format qui permettrait d'adapter l'œuvre jusque dans ses côtés les plus polémiques, mais encore faut-il qu'il n'ait pas peur d'y aller pleinement, ce qui pour le moment n'est pas totalement le cas, notamment sur le plan de la violence. Donc... oui, mais plus qu'une bonne idée, l'adaptation d'À la croisée des mondes en série est au final un bon compromis, un bon moyen de contenter tout le monde dans un format qui a déjà fait ses preuves. Ainsi, je ne pense pas qu'His Dark Materials sera une série incontournable, ni même qu'elle aura une postérité comparable à l'œuvre qu'elle adapte. Néanmoins, je pense qu'elle a toutes les cartes en main pour nous proposer une bonne adaptation, et ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup parce que l'œuvre de Pullman est difficile à adapter, et au terme de cette saison 1, j'ai envie de dire que le plus dur est encore à venir. Car même si je trouve que pour le moment le niveau est très bon, l'équipe a encore de sacrés défis devant elle. Les volumes restants de la trilogie sont à mon avis les plus difficiles à mettre en image, parce qu'ils sont nettement moins classiques que le premier. La Tour des Anges est l'opus que j'aime le moins de la trilogie, c'est celui que je trouve le plus bordélique, et pour lequel j'attends le plus un travail d'adaptation. Un travail d'adaptation qu'ils ont commencé à faire, mais à ce stade j'ai du mal à déterminer si c'est une bonne chose. Effectivement, ils ont pris le temps d'introduire Will, mais je crains qu'en ayant distillé son arc ainsi, ils en aient distillé aussi l'intérêt du spectateur. Ils ont introduit aussi la Tour des Anges et le poignard subtil, mais ce qui me laisse plus circonspect, c'est que l'intrigue avec Grumman, c'est déjà réglé. On a déjà eu toutes les révélations, et donc on est en droit de se demander ce que va donner l'arc de Lee dans la saison 2 si on a déjà toutes les réponses. Bien sûr, l'alchimie avec Daphne King fera aussi beaucoup dans le succès, ou au contraire dans l'échec, de cette deuxième saison. Mais au-delà de ça, c'est les nouveaux éléments qui vont être attendus au tournant. Les nouveaux personnages, sur lesquels je ne vais rien dire,
dire, pour pas vous spoiler, Site à gaz, et bien sûr ma plus grosse attente sur le plan visuel, c'est les spectres. Les spectres, c'est vraiment le concept casse-gueule de cette suite. Et pour l'heure, on les voit très peu, donc c'est difficile de savoir s'ils sont partis dans la bonne direction. J'attends également les éléments principaux du parcours de Will, pour vérifier si Amir Wilson sera à la hauteur du rôle qu'on lui a confié, et pour voir s'ils vont enfin tenir leurs promesses en termes de violence et d'impact. En voyant les trailers pour le moment, j'ai surtout l'impression qu'ils sont à deux doigts de tout cacher, mais c'est peut-être une manipulation pour éviter de nous dévoiler trop l'intrigue de cette suite. Enfin, au-delà de la saison 2, il va falloir regarder comment la production compte gérer la fin de la série malgré les conséquences de la crise du coronavirus. Le tournage de la saison 3 a d'ores et déjà été annoncé pour le printemps 2021, un tournage sans doute plus conséquent pour traiter la totalité de ce dernier tome, mais aussi le 8e épisode de la saison 2 qui devait se concentrer sur Lord Asriel et qui a dû être retardé et détaché de la saison 2 à cause de la crise du coronavirus. Ainsi, si les équipes font le maximum pour que la série ne soit pas impactée par cette situation, il faut espérer que l'intérêt du public sera suffisamment vif pour tenir jusqu'à la fin de cette dernière saison, ce qui pour le moment n'est pas du tout acquis. La saison 1 a fait d'excellentes audiences certes, mais chaque semaine un peu moins que la précédente. Et la BBC va devoir être très vigilante pour perdurer l'intérêt du public, au-delà des fans de la trilogie qui sont à présent bien rassurés. Tout ça pour vous dire que oui, il y a encore pas mal de défis, beaucoup d'éléments qui pourraient mettre le projet en péril, mais au terme de cette saison 1, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que cette équipe est la bonne, que ce casting est bon, et que cette fois-ci ils y arriveront et qu'on aura enfin une adaptation fidèle à ce monument de la littérature qu'est À la croisée des mondes.